Lara, ben, tu es la lauréate de ce prix en alimentation soutenable. Tu as défendu ton mémoire de master en sciences et gestion de l'environnement à l'IGEAT, Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'ULB. Et ce mémoire s'intitule Le rationnement alimentaire comme instrument de politique environnementale, un anachronisme, point d'interrogation. Tu es aujourd'hui maître assistante et coordinatrice développement durable à l'EFEC et tu as eu comme promoteur Grégoire Wallenborn, qui est professeur à l'ULB, chercheur à l'IGEAT, et ses recherches portent sur les questions qui croisent énergie, environnement, technologie et vie quotidienne. On l'entendra dans quelques minutes, mais en attendant, Lara, c'est à toi. Merci Caroline pour cette introduction. Je vais donc moi aussi vous parler d'alimentation, un des besoins fondamentaux de l'homme, un besoin que les changements environnementaux actuels risquent sérieusement de mettre à mal. Or, en parallèle, les sociétés occidentales se caractérisent aujourd'hui par une abondance alimentaire sans précédent qui s'accompagne d'un gaspillage alimentaire énorme et de problèmes sanitaires tout à fait connus. Et c'est précisément face à cette incohérence, notamment éthique, que j'ai choisi à travers mon mémoire d'explorer l'un des outils caractéristiques des politiques publiques dans des situations de pénurie, à savoir le rationnement. Alors l'originalité de mon travail est d'avoir investigué la pertinence et le réalisme de cet outil comme instrument de politique environnementale et à la fois d'atténuation de l'impact des systèmes alimentaires sur l'environnement ou d'adaptation à une pénurie en situation de crise environnementale ou géopolitique par ailleurs. Alors comment ai-je procédé? Dans la première partie de mon travail, je me suis attachée à l'étude de 5 dispositifs de rationnement alimentaire, passés et contemporains. J'ai ainsi abordé le rationnement alimentaire en Belgique et au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également les cas de l'Égypte, de Cuba et du Venezuela, où le rationnement alimentaire est aujourd'hui toujours d'actualité. À travers la comparaison des modalités d'application du rationnement alimentaire dans ces différentes sociétés, à travers ces différentes époques, j'ai abouti à une typologie en 4 axes, donc une typologie théorique du rationnement alimentaire en 4 axes, permettant d'analyser tout type de dispositif de rationnement alimentaire. Puis par ailleurs, j'ai également mis en lumière l'intégration du rationnement alimentaire dans un ensemble de mesures économiques, fixation des prix par exemple, subsides, mais aussi des mesures de planification, c'est-à-dire de contrôle de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Puis, dans la deuxième partie de mon mémoire, j'ai étudié des dispositifs de rationnement contemporains, mais cette fois relatifs au carbone. J'ai étudié le projet de carte carbone en Grande-Bretagne, les groupes volontaires de rationnement du carbone et également un livret de rationnement utilisé comme outil de communication par un groupe de réflexion anglais. Et ces recherches m'ont amené à développer 3 modèles théoriques de rationnement alimentaire dans le cadre de politique environnementale, des modèles aux objectifs finalement assez différents. Alors, premièrement, il y avait un modèle d'adaptation mondiale organisé par l'Organisation des Nations Unies qui viserait à réduire l'insécurité alimentaire générée par une allocation inégale des ressources alimentaires au niveau mondial. Ensuite, j'ai développé un modèle d'adaptation régionale ayant le même objectif, mais géré par des entités géographiques plus restreintes, telles que l'Union européenne, ou des gouvernements nationaux dans le cadre de pays plus vastes, par exemple. Et enfin, j'ai développé un modèle d'atténuation cette fois, qui lui vise à réduire les dégradations de l'environnement, changement climatique, perte de biodiversité, pollution des sols, etc., causées par nos systèmes alimentaires, en particulier par certaines denrées. Enfin, l'examen de ces 3 modèles au regard des modes d'intervention caractéristiques des politiques publiques actuelles m'a permis d'identifier des obstacles économiques, juridiques, sociologiques, politiques, mais aussi de formuler des conditions à l'adoption du rationnement alimentaire dans le cadre de politiques environnementales. Voilà. Merci, merci beaucoup Lara. N'hésitez pas déjà à poser vos questions à Lara, je vais les relayer dans quelques minutes bien évidemment. Et petite info de service, tu seras l'invité de Fabienne Van de Merch dans Les Éclaireurs. Donc sur la première, ce sera en principe le samedi 8 mai. Voilà une date qui est encore à confirmer, mais j'imagine que son invitation a bien été lancée. Je vais donner la parole à présent à ton promoteur Grégoire Wallenborn. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quoi le mémoire de Lara est important sur le plan scientifique et sociétal?
Ben, Lara vient de résumer, je trouve, admirablement bien son mémoire. Vous avez pu entendre à quel point elle couvre une série de sujets. C'est un mémoire vraiment synthétique qui permet de faire un lien entre des analyses de rationnement alimentaire dans le passé. Donc, il y a un côté vraiment rétrospectif pour voir dans quelle mesure ce type d'instrument pourrait être utile dans certains types de politiques prospectives. Et donc, on a vu quand même, suite à la crise du Covid, l'impréparation des gouvernements. Il y avait, semble-t-il, des plans. Est-ce que, ici, le mémoire de Lara ne pourrait pas aussi nous aider à imaginer un autre type de planification? En tous les cas, c'est, à mon sens, et c'était aussi l'avis du jury, c'est ce que le mémoire de Lara permet de faire, c'est de se dire que les instruments de rationnement pourraient à l'avenir être à nouveau des instruments de politique publique et qui allient à la fois un côté social et environnemental, hein, puisqu'il y a quelque chose de très éthique finalement dans le rationnement. C'est l'idée que tout le monde a sa quote-part et en même temps on peut mettre un plafond environnemental. On rejoint un peu cette idée du donut de Kate Raworth d'une certaine manière. Et donc, le mémoire de Lara est pour moi vraiment important pour essayer de voir dans quelle mesure ces instruments pourraient à nouveau, dans certaines conditions, être l'objet de politiques publiques. Merci, merci beaucoup. Je vais donner la parole à nouveau au président du jury en alimentation soutenable, Thierry Nouzen. Qu'y avait-il de remarquable dans le travail de Lara, qui, je le rappelle, est la lauréate dans cette catégorie? Oui. Bonjour Lara et bravo, bonjour Grégoire. Et c'est vrai que on a, comme vient de le dire Grégoire, on a fort apprécié la qualité académique de ton travail. C'est très bien écrit. Tu as bien suivi une méthodologie. Je dois dire, dans la présentation que tu viens de faire, je retrouve cette qualité. Bravo. On a en fait un chouïa hésité à un moment parce que le mot lui-même du rationnement fait un peu peur. Il est même, enfin, c'est peut-être un rien contraignant. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Parce que c'est vrai que ce que tu ouvres comme réflexion au-delà de ton travail, c'est qu'il va falloir sans doute quand même une prise de conscience des gens qu'on va devoir faire un petit compromis quelque part pour, entre guillemets, arriver à une alimentation mondiale soutenable. On voudrait rêver que ce sera sans effort. Et, et c'est pour ça qu'on appréciait beaucoup ton travail parce que bon, il met en avant le fait que il faudra sans doute quand même faire un effort. Et alors tu abordes, comme je le disais à Amy, tu abordes très bien les 4 P qui nous étaient demandés. Donc, enfin, bravo pour cet excellent travail et cet apport à la cause. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Thierry Nouzen. On va passer aux questions-réponses à présent. Lara, est-ce que rationaliser diminuerait la quantité que nos grands distributeurs jettent, voilà, comme quantité de denrées alimentaires, qui sont toujours consommables mais plus vendables? Les chiffres dépassent les 60% des produits alimentaires achetés par eux et voilà, et qui sont jetés. Et donc ça fait partie du constat de départ qui m'a amené à cette réflexion sur le rationnement. Mais en fait, le rationnement ne garantit pas en fait la diminution des déchets de produits alimentaires. Par exemple, dans le cas de l'Égypte que j'ai étudié, au contraire, le système de rationnement en fait initialement prévu accordait à chaque ménage un certain nombre de pains, hein, puisque c'était une des denrées majoritairement rationnées. Et en fait, les familles, du coup, allaient chercher leurs rations, leurs 5 pains, et ne les consommaient pas toutes. Et donc jetaient ce qui n'était pas consommé. Et c'est pour cette raison que le système égyptien a par ailleurs été revu en 2014 pour être transformé en un système de points, dans le cadre duquel les familles pouvaient aller chercher le nombre de pains dont elles avaient réellement besoin, et ce qui n'était pas consommé de la ration était alors transformé en points qui pouvaient à leur tour être utilisés pour se procurer d'autres types de denrées rationnées. Donc, ça dépend, ma réponse à la question, ça dépend du type de rationnement qui est mis en place et j'ai envie de dire des détails, mais qui ne sont pas des détails. C'est des modalités pratiques d'application du rationnement. Et c'était ça l'intérêt de mon travail, c'était de voir quels étaient les freins, quels étaient les effets pervers en fait, des systèmes de rationnement et comment est-ce qu'on pouvait y répondre. Ouais. Alors, le rationnement est-il synonyme de modération de la consommation? Le rationnement étant imposé par des circonstances extérieures, la modération est une prise de conscience personnelle et sociétale.
Comment évoluer vers une politique acceptable par le consommateur aujourd'hui? C'est effectivement une vaste question. Donc, effectivement, le rationnement tel que moi je l'ai étudié dans mon mémoire, c'est bien une politique publique d'ordre réglementaire, donc qui est imposée par un État à une population. Mais c'est vrai qu'on se rationne tous en quelque sorte. Pensons par exemple à l'issue des fêtes de fin d'année où on se dit à chaque fois, oh là là, je vais peut-être manger un petit peu moins. Donc c'est effectivement en théorie se rationner, peut-être une initiative volontaire. Donc c'est effectivement pas ça que j'ai étudié dans le cadre de mon mémoire. Par contre, effectivement, là où la question est intéressante, c'est ce que j'ai mis en lumière dans mon mémoire, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas le rationnement en tant que mesure réglementaire imposée par un État ne fait pas partie des modes opératoires des politiques publiques. Et donc effectivement, imposer à toute une population ce genre de mesures réglementaires est très complexe. On le voit aujourd'hui avec les mesures Covid par ailleurs. Et donc c'est là que en fait, le rationnement pourrait être utilisé aussi avant tout et peut-être en premier lieu comme outil de communication et de sensibilisation, comme le livret de rationnement du carbone que j'ai étudié et qui avait été développé par une association anglaise, par exemple. Donc, ce que Mmh. je veux dire, c'est qu'il y a un travail à faire sur les mentalités, de sorte à changer les valeurs individuelles, de sorte à ce qu'ils soient acceptés en tant que mesure réglementaire. Oui, c'est ça. Donc, à t'entendre, on pourrait tout à fait déployer ce rationnement alimentaire dans un pays qui fonctionne dans une économie néolibérale. En tout cas, dans un premier temps, oui, c'est faisable. OK. Alors, l'analyse Mmh. du rationnement permettrait-il d'améliorer l'aide alimentaire actuelle? Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment une des complexités de mon mémoire, c'est que j'ai imaginé plusieurs modèles et le premier, c'est un modèle mondial et donc qui est basé sur l'aide alimentaire effectivement et sur les échanges commerciaux, mais aussi les échanges en termes d'aide alimentaire au niveau mondial. Et donc oui, tout à fait, ça ferait partie, ça pourrait faire partie des objectifs d'un modèle d'adaptation au niveau mondial, oui. Mmh. Et alors, justement, quelles seraient les conditions nécessaires à la mise en place d'un rationnement alimentaire, selon toi? Avant tout, et comme je le disais, je pense que ce serait la question de la mise en récit des limites planétaires. Et ce serait vraiment l'intégration et la validation du caractère contraignant des limites planétaires au sein desquelles nos sociétés doivent s'organiser pour fonctionner. Et je pense que ça, c'est un récit porté par le rationnement, c'est aussi un récit que le rationnement peut porter. Mais donc, il y a une sorte de double mouvement là. On a besoin de cette mise en récit pour que le rationnement puisse fonctionner, mais le rationnement peut lui aussi aider à cette mise en récit. Mmh. J'espère que je me fais comprendre. Oui. As-tu eu l'occasion de discuter, de débattre de ton travail et si oui, quelle réaction as-tu reçue? J'ai eu beaucoup d'opportunités de débattre de mon travail avec mon promoteur, avec Grégoire d'une part, des discussions toujours vivantes et intéressantes, avec d'autres aussi, avec les étudiants qui étaient avec moi au sein de mon master. Et il y avait beaucoup de réticence, effectivement. Et la première fois que j'ai prédéfendu mon mémoire, d'ailleurs, devant un autre jury qui n'était pas mon jury final, il y a eu quand même pas mal de réactions assez violentes, une surprise, parce qu'effectivement, quand on dit le mot rationnement, ça fait peur, parce que dans nos Mmh. sociétés, ça évoque un passé traumatique, celui de la guerre mondiale, et dans beaucoup de sociétés, on l'associe à des privations avant tout. Or, comme le ressoulignait Grégoire, le rationnement, son objectif principal, c'est la garantie d'un minimum de partage. Donc c'est un objectif avant tout social, un objectif éthique, et c'est ça qui mérite d'être mis en avant. Mmh. Alors la semaine dernière, les producteurs hop, le message s'en va tout d'un coup. Les producteurs de pommes de terre bio ont lancé un cri d'alarme. Leur production a été importante et n'est pas achetée par les supermarchés qui avaient déjà dépassé commande à d'autres producteurs dans d'autres pays. Faut-il rationner la production pour ne pas devoir jeter? Faut-il voir la consommation autrement quand il n'y a plus de produits locaux? Les supermarchés n'ont qu'à proposer un autre produit local plutôt que d'importer ici des pommes de terre. Ce qui est sûr, c'est que le rationnement, comme je l'ai évoqué, c'est une limitation de la consommation, mais on ne peut pas limiter la consommation sans avoir un impact sur la production.
Et c'est bien un des points sensibles du rationnement, c'est ce contrôle un peu global sur la chaîne d'approvisionnement, parce que influencer la consommation sans autre forme d'intervention déséquilibre complètement l'équilibre de l'offre et la demande. Et ça, c'est pas envisageable dans notre économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc effectivement, ça veut dire, implémenter un rationnement veut dire travailler main dans la main avec les producteurs et avec les distributeurs. Et si on est dans un rationnement d'ordre environnemental, c'est-à-dire un rationnement qui est profondément toujours éthique et social, il faut garder ces critères-là en tête dans ces discussions avec les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Alors, dernière petite permettre... question. Dernière petite question, Lara. Est-ce que plutôt que rationaliser, partager justement ne serait-il pas une solution plus acceptable pour ne pas limiter ceux abondants, voilà, pour offrir aux cibles DEMI, voilà, les plus précarisés, pour ne pas limiter ceux qui consomment, j'imagine, abondamment et voilà, pour offrir aussi aux cibles DEMI qui sont les plus précarisées. Mais je pense qu'on est juste dans une différence de terminologie. C'est ça, ouais. En fait, rationaliser, c'est partager justement, c'est l'objectif premier. Dans aucun des exemples que j'ai pu étudier à travers mon mémoire, on rationne pour rationner. Ça ne plaît à aucune autorité étatique, à aucune population, à aucune entreprise de rationner ou de se voir rationner. On rationne pour garantir à tout le monde d'avoir accès à des denrées qu'on considère être fondamentales à des prix justes. C'est ça le fondement du rationnement. Voilà, merci pour ces précisions, Lara.